C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons le thème du langage d'exclusion, particulièrement celui qui consiste à qualifier l'autre d'étranger. Ces accusations, souvent basées sur les origines supposées de certains compatriotes, les stigmatisent en remettant en cause leur nationalité congolaise, Babel. Oui, tout à fait poli. Ce phénomène est fréquemment observé lorsque des personnalités sont appelées à occuper de hautes fonctions politiques ou militaires dans le pays. Et certains, notamment sur les réseaux sociaux, n'hésitent pas à les qualifier d'étrangers. Ils sont dès lors considérés comme des infiltrés ou des traîtres à la solde d'intérêts externes. Absolument, Babel. Pour commencer, rappelons le contexte. La RDC partage ses frontières avec 9 pays. Certaines communautés qui composent la nation congolaise s'étalent de part et d'autre des limites nationales héritées de la colonisation. Bien qu'ayant la nationalité congolaise, ses compatriotes partagent certaines caractéristiques sociologiques avec des ressortissants étrangers vivant dans des pays voisins. Ils peuvent donc parler la même langue, partager une histoire, des traditions ou encore une culture commune. Une réalité qui souvent est exploitée pour stigmatiser ses compatriotes, Babel. Tout à fait poli. Cette stigmatisation peut engendrer des discours qui mènent à des divisions susceptibles d'exacerber des tensions ethniques et politiques. Récemment d'ailleurs, des personnalités nommées à des postes de responsabilité ont été traitées d'étrangères, des allégations infondées qui ravivent des préjugés et des suspicions. Dans ce numéro, nous allons donc explorer comment ce langage d'exclusion peut affecter les individus et la société dans son ensemble. Pour en discuter, nous recevons 2 invités. L'abbé Joseph Lomanja, docteur en éthique sociale. Bonjour, monsieur l'abbé Lomanja. Bonjour. Et avec nous également Didier Moukalang-Makal, il est docteur en communication, spécialisé dans les recherches sur les médias sociaux et l'espace public digital. Bonjour, monsieur Moukalang-Makal. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et bonjour, monsieur l'abbé. Alors, nous entrons à présent dans le vif de notre sujet de ce jour. Suivons ce premier extrait de notre feuilleton avec nos amis les étudiants. Votre attention, s'il vous plaît. Chers collègues étudiants, je vous prie de garder silence. Nous allons maintenant commencer notre réunion. Bonjour à tous. Bonjour Amani. Bonjour. Comme vous le savez, j'ai été nommé président syndical de notre club universitaire. Avec vous, nous allons faire des exploits, les gars. Je compte apporter plusieurs changements, des innovations. Quel changement? Attends un peu. Innovation. Attends. Apparemment, je dois finir quand même. Je n'ai pas bien compris, s'il te plaît. Attends. Toi, tu vas apporter de nouveaux changements comme qui? Répète un peu. Répète encore. Non mais... Comme qui? Où président Wabangani? Je suis fier de les redire encore. Bien. Je suis le nouveau président syndical qui représente notre club. Veux-tu que je le parle dans ta langue maternelle pour que tu comprennes ou comment? Ça, nous n'allons jamais l'admettre. Jamais. Alors jamais. Tu n'as aucune qualité de nous représenter. De quoi tu parles? Oui. De quoi tu parles? Je vous annonce que je suis actuellement la personne attitrée à plaider pour toutes les causes des étudiants. Mon Dieu. Puis tu t'étonnes, tu te moques de ma nomination. Fais gaffe. Mais Amani quand même. Qu'est-ce qui t'étonne là? Mbouya a raison de t'avouer qu'il est scandalisé. Il a quelle raison? Il a raison de t'avouer qu'il est scandalisé, mon frère. Toi-même, quand tu te regardes là, soyons réalistes. Tu trouves que tu mérites de t'asseoir dans ces fauteuils luxueux? Ben oui, je mérite. Tu as été voté. Ton accent même prouve que tu ne mérites pas ce poste, papa. Attends, mon accent. Les amis, arrêtez ces divagations, Kitoko, Mbouyi, Amani, c'est quoi? Est-ce que nous pouvons laisser Amani s'exprimer calmement? C'est bien lui notre nouveau président, non? Voilà, qu'on me laisse parler. Ton chef, pas notre chef.
Je suis époustouflé de voir un étranger à ces postes. Je pouvais comprendre qu'on le nomme même chef de la brigade universitaire. Qu'à part ces biceps-là, il n'a rien d'autre de valeureux pour occuper un poste de cette envergure. Ah bon? Qu'on se le dise. Hein? Que me reprochez-vous exactement? Oh, papa, beaucoup de choses. Non, pourquoi vous m'appelez étranger? Contrôlez vos langages. Sinon, en tout cas, mais... Sinon quoi? Non. Hein? Je suis époustouflé de voir un étranger à ce poste, déclare un des étudiants dans cet extrait. Monsieur l'abbé Lomanja, pourquoi, selon vous, certains acteurs politiques dans notre pays ont tendance à stigmatiser des adversaires politiques en les qualifiant d'étrangers? Autrement dit, ce type de discours est-il inhérent aux stratégies de communication politique en République démocratique du Congo? Alors, peut-être avant de répondre directement à votre question, on peut commencer par faire un constat d'ordre sociologique et dire que le Congo est une grande nation et ce qui fait sa grandeur, c'est aussi cette grande diversité de ses populations et nous n'allons vivre autrement que de cette manière-là. Et je voudrais aussi, avant de revenir à votre question, souligner la responsabilité des institutions publiques d'un État démocratique dans la promotion du vivre ensemble et du bien commun. Or, ce qu'on observe, notamment en période électorale, c'est que les acteurs politiques utilisent la stratégie de la division pour essayer de gagner des voix auprès des populations parce que ils savent que c'est une stratégie qui marche presque toujours quand au moment des élections, au moment des crises périodiques, on puisse exalter la fibre des appartenances tribales et ethniques et en brandissant la peur de l'autre, on fédère davantage autour de soi. Mais ce n'est pas une fatalité et je pense que c'est l'une des mauvaises stratégies de communication que nous avons dans ce pays parce que à partir du moment où on base sa stratégie électorale ou politique sur la division, sur la peur de l'autre, sur la stigmatisation des ressortissants d'autres tribus, d'autres communautés à l'intérieur de la même nation, même si on est élu dans ces conditions-là, la gestion du pays devient très compliquée parce que ceux qui se sentiront toujours exclus ne pourront pas participer à la construction de la communauté nationale comme telle. Quelqu'un qui est exclu, il ne peut pas participer, il ne peut pas contribuer à la construction de la communauté nationale et on ne gagne rien en tenant ce genre de discours. Merci, Monsieur l'abbé. Monsieur Mukaleng Makal, lorsqu'une personnalité ou une communauté est qualifiée d'étrangère, de quelle manière le public réagit à ce discours d'exclusion, notamment sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux particulièrement, quand quelqu'un est traité d'étranger, on a globalement deux types de réactions. D'abord, les plus nombreuses, ce sont celles des gens qui viennent encourager ce discours d'exclusion, qui désigne un tel comme étranger. Et généralement, ça vire à des insultes, des discours, disons, des incivilités. Il existe des possibilités qui sont observées sur les réseaux sociaux. Certains, par exemple, viennent attaquer ces discours-là. Malheureusement, ils sont pas toujours très nombreux, mais il faut entendre l'autre voix, celle de la raison, et généralement, ils rappellent aux autres que c'est un pays commun à tous, et parfois, ils s'en prennent à ce discours-là sans violence, et ils y vont généralement beaucoup plus calmes, un peu comme le montrent certaines études que les discours contestataires, les discours qui font beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux sont ceux-là qui vont plutôt dans le sens de l'émotion. Et effectivement, ce type de discours opère sur les émotions et ça fonctionne bien, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans le reste de nos sociétés. Merci beaucoup, Monsieur Mukaleng Makal. Voyons à nouveau comment cela se passe chez nos amis, les étudiants, avec ce deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique.
Écoutez. Amani, tu sais que nous te connaissons mieux que tout le monde ici. Tu le sais très bien. Si tu es prudent, tu n'as qu'à rendre les tabliers avant qu'on dise à tout le monde que tu es. Qui je suis? Ah oui, et ils vont tous se retourner contre toi. Allez-y, dites-moi. Je n'ai peur de rien. Oh, c'est vrai ça. Non, attendez, vous voulez fomenter des conneries sur ma modeste personne? Donc, tu cherches un bras de fer avec nous, quoi. Cette université a besoin de gens comme nous, là. Des gens de chez nous. Tu comprends? Vous délirez ou comment? Attends, tu veux nier, Amani? C'est ça? Nier quoi? Qui te revient de te rappeler que tu n'avais aucun pouvoir. Que vous n'étiez... Et là, maintenant que tu en as, tu vas encore te méconduire davantage. Nous ne sommes pas prêts à être représentés par un étranger comme toi. Et s'il vous plaît, pesez vos mots. Sinon, vous verrez de quelle voix je me suis. En tout cas, nous ne faisons que dire la vérité. Quelle vérité que vous parlez là? Au grand jamais tu ne seras notre chef. Oui. Déjà, de 1, tu es un homme sans caractère. Tu n'as même pas le charisme de chef. Regarde même les souliers, déjà ça pue. Regarde même les souliers que tu portes, mon frère. On dirait un vieux de l'antique. Franchement, sans pourtant me vanter. Si je m'assieds à ces fauteuils auxquels il s'assoit en disant, en disant qu'il est devenu notre nouveau chef, et lui à côté de moi. Écoutez, les gens peuvent croire que c'est lui mon huissier. Écoutez-moi très bien. J'ai été élu président et si vous continuez à créer les désordres dans cette réunion, je vais demander à la sécurité de vous mettre dehors et vous discipliner. Je suis clair. Un pauvre étranger qui veut monter aux enchères. C'est grave. Attends. Qui peut te craindre ici? Tu vas aller dehors. Tu répètes encore, tu vas dehors. Étranger, dégage. Vas-y, allez, pile. Pile tes bagages, retourne au Bercail. Allez. Étranger dégage, étranger plie bagage, retourne au bercail, peut-on entendre dans le dernier extrait. Monsieur l'abbé Lomanja, dans un contexte où le pays fait face à une agression menée par un pays voisin à travers son soutien à un groupe rebelle national, en quoi qualifier un compatriote ou un groupe de compatriotes d'étrangers peut être dangereux? Là, il faut déjà se poser la question de ce qu'on entend par étranger. Qui est étranger pour moi? Pourquoi est-ce que je considère qu'il est étranger? Est-ce que l'autre différent qui n'appartient pas à ma tribu, à mon village, est toujours un étranger? Parce que ce qu'on observe notamment dans les grandes villes de notre pays, c'est que souvent, quand on est en présence d'un ressortissant d'une autre province, par exemple de l'Est, on a facilement comme ça des gens qui identifient cette personne à un étranger, peut-être en se basant sur la morphologie ou le nom de la personne, mais on n'est toujours pas certain que la personne en question est réellement un étranger comme on le prétend. Mais quand vous évoquez le cas de l'agression d'un pays étranger, je pense que c'est aussi parmi les facteurs qui rendent cette situation très fragile et qui ne permettent pas toujours de consolider le vivre ensemble. Quand vous avez un pays étranger qui prétend défendre les citoyens d'un autre pays par la voie militaire, ça crée une forme de crispation autour des ressortissants de cette partie du pays qui sont considérés comme protégés par un pays étranger. Mais monsieur l'abbé Lomanja, dans ce contexte précis, dans quelle mesure est-ce que ce type de discours peuvent s'avérer donc dangereux pour la cohésion entre les différentes communautés vivant en République démocratique du Congo? Vous savez que dans l'histoire récente de ce pays, il y a eu des compatriotes qui se sont sentis exclus de la communauté nationale et qui ont dit qu'ils devaient prendre les armes pour défendre leur nationalité parce qu'ils ne se sentaient pas intégrés. En fait, la nationalité, c'est d'abord une question de droit,
mais aussi une question éminemment sociologique, sociale. On peut avoir tous les droits constitutionnels, tous les droits sur le plan juridique et ne pas se sentir intégré, accepté dans une communauté compte tenu de tout ce que nous connaissons comme tension entre les différents groupes de tribus ou d'ethnies qui vivent dans le pays. Il y a aussi d'autres questions, d'autres facteurs économiques comme la possession des terres, la gestion des terres, la gestion des héritages et toutes ces questions-là contribuent à exacerber les rapports entre les communautés. À partir du moment où je suis regardé comme un étranger, alors que je sais que je suis un Congolais à part entière comme tous les autres, je peux avoir des comportements antipatriotiques ou m'engager dans une rébellion ou bien alors créer des conflits entre les communautés. Et qu'est-ce qui arrive? C'est des massacres, c'est des tueries et la chaîne de la violence devient inarrêtable. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Lomanja. Monsieur Moukaleng Makal, vous qui étudiez les communications à travers le web, est-ce que l'opinion est consciente que ce type de discours stigmatisant certains compatriotes relève d'une forme de manipulation sous prétexte de stratégie politique? Oui, parce que la plupart de ceux qui agitent la fibre ethnique, tribale, ou régionales sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui savent lire et écrire. Et je pense qu'un jour ou un autre, ils ont appris que nous sommes Congolais et qu'il y a des lois qui définissent la qualité de Congolais. De ce point de vue, oui, on peut considérer que les gens le savent. Et surtout aussi, si on considère ce que je disais tantôt là, que de temps en temps, il y a des voix plus raisonnées qui arrivent pour montrer la dangerosité d'un discours qui se répand ou que répand un individu ou un groupe. Et il existe des situations dans lesquelles ça résonne vraiment bien et que les gens prennent conscience. Par exemple, avec l'effort de modération des discours sur les réseaux sociaux, comme l'a pu expérimenter l'association des blogueurs congolais à Bari RDC, c'est que des gens qui prennent des positions plus tranchées, virulentes, peuvent modérer, tempérer leur discours, leur position, parfois sur une bonne période, pas dans une seule conversation. Ils peuvent, après 2-3 mois ou je ne sais pas, plusieurs échanges et interpellations, peuvent changer, modifier de position et adopter des positions beaucoup plus conciliantes et moins tranchées. En tout cas, nos community managers, les gestionnaires des plateformes de Abari RDC, dont je suis encore jusqu'ici membre, ont pu nous démontrer cela grâce au travail de modération, intervenir sur les conversations que les gens lancent sur les plateformes. De ce point de vue-là, oui, on peut dire que les gens finissent par avoir conscience, ou ils ont conscience au départ que ces discours sont dangereux. Puis, il y en a qui ont aussi conscience de ces discours parce qu'ils le font dans un but bien précis. Et donc, il y en a qui le disent simplement peut-être parce qu'au départ, ils ont besoin de défendre quelque chose, une opinion ou une idéologie, mais il y en a qui le font vraiment parce qu'ils sont dans une lutte de destruction. Monsieur l'abbé évoquait, par exemple, tout à l'heure, le cas d'un contexte de guerre entre deux pays où un pays pense venir défendre par les armes une communauté qui serait en difficulté ou mise en danger. Et dans ces contextes-là, on a vu émerger énormément de désinformation, de discours de manipulation, de haine, mais derrière, quand on fait une bonne analyse, c'est des gens qui sont envoyés, ce sont des discours qui sont conçus dans des laboratoires avec des visées bien déterminées, déstabiliser, mettre en difficulté une administration ou une lutte politique, par exemple. Merci. Ensuite, pour finir, il y a aussi des gens qui n'en ont pas vraiment conscience. Il y a des gens qui n'en ont pas conscience et qui avancent parce que c'est des discours qu'ils ont intégrés, qu'ils ont compris. Ceux-là, ils ont beaucoup plus la facilité d'écouter la voix de la raison et de modifier leur position dans la plupart des cas.
Merci, Monsieur Moukalang Makal. Donc, nous trouvons des deux, ceux qui sont conscients, des personnes qui sont conscientes de ce que, de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire veulent manipuler l'opinion, et d'autres qui adhèrent sans savoir ce qu'il y a derrière. Encore merci pour votre intervention. Encore une fois, regardons du côté de nos étudiants, voir comment les choses évoluent, quelles leçons ils tirent en ce qui concerne l'impact de ce type de langage d'exclusion. Mais les amis, s'il vous plaît. Prenons le temps d'échanger calmement comme des gens instruits. S'il vous plaît, quoi. Calmez-vous. Toi, tu veux qu'on fasse quoi calmement? Tu penses qu'on est content d'être représenté par cet tournevis? Je ne suis pas un tournevis. Si, tu l'es. C'est cet étranger qui veut nous dominer ici. Écoutez, parlons un peu du fait que vous le traitez d'étranger. Avez-vous des preuves? Prouvez alors. Prouvez que je suis étranger. Prouvez ça. Prouvez-moi au moins que cela est le vrai problème. Sinon, ça sera un acharnement simple. Voilà. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa manière de gérer, vous le traitez d'étranger. C'est ça. Que se passe-t-il exactement? Bon, tu manques à dire. Non, si. J'ai quelque chose à dire. À vrai dire, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit nommé à ces postes. C'est ça, non? Exactement. Et on ne comprend pas par quelle magie il a été nommé. C'est ça. Je comprends. Vous êtes donc jaloux de ma nomination, c'est ça? Ça ne vous plaît pas que je fasse carrière? En tout cas, vous êtes mauvais. Non. Ouais, c'est ça. Amari, non. Ce n'est pas important. Nous étions juste frustrés. Tous les cas, laissons tomber, s'il vous plaît. Mais les amis, c'est grave de lui donner une fausse identité. Oui. En disant qu'il est étranger, c'est grave. Ils ne comprennent pas ça. Selon vous, c'est l'identité de la personne qui rend compétent, ou ce sont plutôt les potentialités qui capacitent celui qui exerce une fonction? Voilà, au moins tu as mis les choses claires. Répondez. Comme l'a dit Mbouyi, tout de suite, nous tenons à nous excuser. Oui. Nous tenons vraiment à nous excuser auprès de toi, Amani. Excuse-nous. On a voulu pousser les gens à faire pression pour que tu sois démis de ses fonctions, et on n'avait pas un argument fort ou solide, tu vois, à part celui de dire que c'est un étranger. Monsieur l'abbé Lomanja, dans un pays qui dispose de 9 frontières, dont la culture et la démographie se sont enrichies au gré des vagues migratoires, comment pouvons-nous aborder et déconstruire ces discours qualifiant d'étrangers certains de nos compatriotes, monsieur l'abbé? Je crois que la meilleure façon de déconstruire ce genre de discours serait d'abord, dans un premier temps, de responsabiliser les acteurs politiques. Vous avez vu que ce débat a été injecté dans l'opinion publique par les acteurs politiques en campagne électorale. Et une autre façon de travailler à cela, c'est d'amener les communautés à se parler suffisamment et à se connaître davantage. Et là, je vais prendre un exemple banal qui n'a pas de lien apparent avec le sujet, mais qui peut permettre de... Par exemple, si on pouvait avoir des routes nationales qui relient les différents coins du pays, les déplacements des populations seraient plus faciles, et ça permettrait aux uns et aux autres de mieux se connaître et de comprendre que le fait de porter tel nom ou d'avoir une telle morphologie ne fait pas forcément d'un membre d'une autre communauté, un étranger par rapport à moi qui me crois seul Congolais. Et là aussi, le professeur a évoqué un élément important en parlant des émotions. Mais en fait, on sait que le discours identitaire est toujours très mobilisateur. Et donc, quand on aborde les questions d'identité, il faut les aborder avec autant de responsabilité et de prudence, parce que les communautés chez nous s'identifient facilement à un leader, à un personnage. Et si vous contestez la nationalité de tel leader, vous faites autant de frustration, vous créez autant de frustration auprès de toute une communauté à l'intérieur de la nation, et on risque de ne pas s'en sortir. Donc, travaillons beaucoup sur le vouloir vivre ensemble, et je crois que le dernier élément que je peux avancer,
c'est finalement encore un élément qui peut paraître lointain, mais les questions de bonne gouvernance. Parce que souvent, les causes de ce discours sur les autres qualifiés d'étrangers sont souvent des causes en rapport avec des crises économiques, crises de postes, chômage élevé. Et si on ne travaille pas sur ces questions-là, on ne pourra pas éviter ce genre de discours. Merci, Monsieur l'abbé Lumanja, responsabiliser les acteurs politiques, amener la communauté à mieux vivre ensemble, également améliorer la gouvernance des institutions du pays. Cela aiderait notamment à améliorer la situation. Merci pour votre intervention, toujours en rapport avec ce discours stigmatisant de certains de nos compatriotes en les qualifiant d'étrangers. Écoutons à présent l'intervention de cet auditeur de Goma. Je suis Emmanuel Njadi depuis la ville de Goma. Je voudrais peut-être émettre mon opinion par rapport au sujet qui parle sur le refus de la nationalité congolaise à certains Congolais par leurs compatriotes. Selon moi, peut-être cela peut être motivé par plusieurs facteurs. Il peut s'agir peut-être de la discrimination ethnique ou tribale, des rivalités politiques, des conflits sociaux ou économiques, ou encore des perceptions négatives basées sur des stéréotypes ou des préjugés. Alors, il est important de souligner que de tels refus de nationalité sont injustes et contraires au principe d'égalité et de non-discrimination. À cela, l'attribution de la nationalité devrait peut-être être basée sur des critères objectifs et équitables, et chaque individu devrait avoir le droit d'être reconnu comme citoyen de son pays, indépendamment de son origine ethnique, de ses croyances politiques ou de sa position. Monsieur Didier Mukaleng Makal, je me tourne vers vous. Une réaction par rapport à l'avis de cet auditeur de Goma? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est tout à fait sur le droit chemin. Et ça recoupe un peu vraiment ce que dit M. l'abbé Lumanja sur la bonne gouvernance. Non, en réalité, ce n'est pas un élément qui est lointain, parce que c'est au cœur même de la question de l'identité, de discours de haine qui pullulent parfois, surtout des discours de rejet. Je pense que derrière ça, et c'est pourquoi c'est une question de bonne gouvernance ou de gouvernance simplement, parce que l'identité, la question ethnique est devenue un moteur d'ascension, un ascenseur social. La question d'origine, c'est devenu un facteur d'ascension sociale, malheureusement, en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Il y a des gens qui sont alignés sur des listes de nominations ou de gouvernement parce qu'ils appartiennent à telle communauté ou parce qu'ils appartiennent à telle association socio-culturelle, en réalité socio-ethnique, qui recommande la personne. Et c'est devenu une force. Et regardez, quand on a nommé quelqu'un, tout le monde se fend de communiquer pour dire nous les originaires d'eux, et quand on l'a démis de ses fonctions pour une faute ou pour un manquement, et puis c'est la communauté qui s'élève au nom de l'identité, de l'origine. L'origine, c'est devenu un facteur d'ascension sociale et c'est quand même assez dangereux parce qu'on ne regarde pas d'autres facteurs. Donc je pense que sur le plan de la gouvernance, il y a vraiment un grand effort qui doit être fourni dans notre pays pour débarrasser l'identité congolaise de toutes ces aspérités-là, je pense. Merci, M. Mukaleng Makal, pour cette conclusion. Donc, l'amélioration de la gouvernance va aider à mettre un peu de côté ce problème, le fait de recourir tout le temps à la fibre ethnique. Merci pour votre intervention. Merci également à vous, M. l'abbé Lumanja, d'avoir participé à cette émission où nous avons réfléchi sur les dangers du langage d'exclusion dans nos communautés en qualifiant d'étrangers un compatriote en raison de ses origines supposées. Nous remettons en question sa nationalité, mais ce faisant, nous fragilisons en même temps notre unité nationale. Effectivement, Babel, il est crucial de promouvoir un langage inclusif qui respecte la dignité de chacun et célèbre notre diversité. Nous devons sensibiliser nos communautés aux dangers de ce type de discours et encourager une communication qui favorise l'unité et la compréhension mutuelle. En adoptant un discours de respect, de responsabilité, nous pouvons contribuer à
à bâtir une société plus harmonieuse. Les mots que nous utilisons au quotidien ont le pouvoir de façonner nos relations et notre avenir commun. Il est de notre devoir de veiller à ce qu'ils soient porteurs de paix et de cohésion. Merci à nos invités. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses. C'est le ton qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, 8h30, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi, 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi, ou à tout moment sur radiocapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. Au revoir.